Ça va, on va voir cela. 2-1 hier. Eh oui, le Viking Haaland a frappé encore une fois contre C. 2-1. Bon, on a eu le penalty d'un certain Neymar, 80e but aussi en Seleção. Mais bon, c'en est allé le Brésil d'un certain Carlo Ancelotti. On n'a rien compris. Beaucoup de monde se disait sur les choix tactiques de Carlo Ancelotti sur ce Brésil-là. En tout cas, les Norvégiens, pas mal. Bravo. Bravo, bien sûr, pour les Norvégiens, ça reste quand même une surprise, cette victoire de la Norvège. Je rappelle que la Norvège n'est que 31e au classement FIFA quand elle arrive du côté des États-Unis. Et on attendait beaucoup mieux du Brésil quand on est en 8e de finale, d'autant plus effectivement qu'on pouvait avoir quelques doutes puisque les matchs du Brésil ont été assez compliqués. Rappelons de toute façon que ça a été compliqué lors du premier match, ça a été un match nul face au Maroc, mais au-delà de ça, le jeu de la Canarinha ne nous a jamais vraiment emballé, même si le Brésil reste le Brésil. Tu as parlé de Neymar, mais il y avait Neymar, il y avait Danilo, il y avait énormément de joueurs, des grands talents qui n'ont pas été à l'auteur. Alors, est-ce que la responsabilité incombe uniquement à Ancelotti? Oui, certainement, parmi aussi ces joueurs. Il a essayé d'expliquer en conférence de presse les choix qui avaient été les siens lors de ce 8e de finale face à la Norvège, mais force est de constater que la force de Haaland, la surprise Haaland entre guillemets, parce que en fait il n'a pas eu tellement d'opportunités, il a passé énormément de temps à courir derrière le ballon, mais les deux fois où il a eu une vraie opportunité, et comme bon attaquant qu'il est, expérimenté, et il a réussi à le mettre à l'intérieur. Donc aujourd'hui, élimination du Brésil face à la Norvège. Oui, c'est une petite surprise parce que la Norvège se retrouvait en quart de finale, c'est vraiment une grosse surprise. D'un autre côté, le jeu développé par le Brésil ne permettait pas non plus de le voir beaucoup plus loin que ce quart de finale s'ils avaient réussi à passer. Il y a deux questions qu'on peut se poser. Alors, d'abord, le projet Ancelotti va-t-il continuer ou pas après la conférence de presse? C'est vrai que Ancelotti a laissé entendre qu'il allait continuer. Ça, c'est la première des choses. J'ai des doutes sur ce qu'il peut apporter à cette équipe, même s'il a parlé d'un projet qui commence. Bon, on verra si on va lui donner l'opportunité de continuer encore, voire 4 ans, voire 2 ans, s'il faut jouer la Copa América et il n'a pas de résultats en Copa América. Après, la question du Brésil, là, je vous l'ai dit au début, Brésil, tout au long de cette compétition, a été quand même assez médiocre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a toujours tendance à enjoliver ce Brésil parce qu'on a des souvenirs merveilleux avec des joueurs brésiliens. Mais quand on regarde de plus près, le dernier grand transfert brésilien en Europe, c'est Vinicius. C'est Vinicius. Parce que même Endrick, ce n'est pas encore le grand joueur qu'on avait cru avoir à Madrid quand il est arrivé à ses 18 ans. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'on ramène les joueurs brésiliens en Europe dès l'âge de 18 ans. Quand Rivaldo, quand Neymar, quand Ronaldinho, Ronaldo, quand ils arrivent en Europe, ce sont des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience. Là, on les prend pratiquement à 14 ans, on les fait signer à 14 ans, on les laisse 4 ans encore au Brésil et on les ramène en Europe. Donc, grands Brésil, ça n'existe plus. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, ce n'est pas que le Brésil. C'est le cas de l'Italie. Il faut rappeler, 3 mondiales qui ne sont pas là, 4 mondiales qui ne sont pas là. 3 mondiales. 3 mondiales qui ne sont pas là. Ouais. C'est le cas aussi des Allemands qui n'arrivent pas à passer les 8e voire les quarts de finale. Comparer les contextes. Il y a une particularité au football des grandes nations, c'est que pour beaucoup, elles n'ont pas su se renouveler. Ce que d'autres l'ont su faire. Et je pense bien sûr à la France. On a vu la France de 98. Il y a eu de trous d'air dans cette sélection, mais on a su la reconstruire. Depuis 98, ça va. Ça a été pareil pour l'Espagne. Ça a été pareil pour le Portugal, dont on parlera. Le Portugal, en 2016, on va revenir il vient gagner la Coupe d'Europe ici, face à la France, à Paris. Donc c'est une équipe qui s'est construite petit à petit et qui a su se renouveler, même si aujourd'hui, on le dira tout à l'heure, je pense qu'en fin de cycle. Juan.
Match compliqué, on est tout à fait d'accord. France-Maroc. On a juste à se rappeler ce qui a été les demi-finales en 2022 au Qatar, où effectivement le Maroc, après avoir éliminé entre autres l'Espagne, a quand même joué toutes ses cartes face à la France. On aurait pu voir le Maroc en finale. Ce match est très particulier, bien sûr, parce qu'il y a cette histoire commune entre le Maroc et la France. Il est assez particulier aussi parce que c'est une compétition difficile dans le sens où on a un match de plus. Et si vous avez regardé, le match de 16e face au Canada a été assez compliqué pour le Maroc. Je pense que physiquement et psychologiquement, ils étaient c'est toujours difficile de jouer le pays organisateur. Oui, mais ils étaient usés. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils ont su revenir dans le match et s'imposer. Ils ont très bien fini le match d'ailleurs. Très bien. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans ce match, tout le monde voit l'équipe de France, entre guillemets, vainqueur. Moi, j'ai des doutes depuis le début par rapport à l'équipe de France, parce que je trouve que l'équipe de France a une superbe attaque, la meilleure attaque au monde aujourd'hui, avec les joueurs qui accompagnent Mbappé. Mais quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que la France n'a jamais été mise en difficulté. Je m'explique. Sauf le premier match où elle jouait le Sénégal. Et c'est un premier match, c'est toujours très compliqué, très particulier. Et le Sénégal était quand même 14e. Après, la France a joué des sélections qui sont 3 fois derrière elle. Hein, où elle est largement supérieure ils ont eu beaucoup de difficultés face au Paraguay. Oui, mais je reviens. Et le Paraguay, je regardais tout à l'heure, le Paraguay n'est que la 40e nation FIFA. Alors, si une équipe comme la France, qui est première, a des difficultés face à la 40e, a eu des difficultés face quand même à la Suède, qui est la 36e, hein, parce que ça n'a pas été facile non plus face à la Suède, même si après, les scores vous laissent penser que c'était beaucoup plus simple. Exactement. Que ça ne reflétait pas la physionomie du match. Et je pense qu'à ces jeux-là, le Maroc est mieux armé, parce qu'ils ont, je pense, plus envie, parce qu'ils sont allés jusqu'en demi-finale il y a 4 ans, parce qu'ils sont allés en finale de la CAM, de la dernière CAM. Plus envie que l'équipe de France. Je pense qu'ils ont plus envie. Ils ont vraiment envie de prouver qu'ils sont dans une pente ascendante. L'équipe de France aussi. Prouver que le mondial 2022 est loin et la défaite. Le Maroc a eu des difficultés, plus de difficultés dans son cheminement de rencontres que n'a eu la France. Et c'est là, en quart de finale, où pour la première fois, la France va retrouver un pays du top 10. Jusqu'à là, ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est le même cas pour l'Espagne. C'est la première fois où elle a retrouvé un pays du top 10. C'est là où les choses sont. Alors, le Canada, cet organisateur, mais écoutez, ça n'a rien à voir avec le Maroc. La puissance marocaine, d'ailleurs, on a vu comment ça s'est passé à la fin. Et ça va être pour ça très compliqué. Et si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais aujourd'hui sur le Maroc. Je crois au Maroc, je crois qu'ils sont capables d'aller. Et je pense que psychologiquement, ils sont mieux armés que la France parce qu'ils sont plus en vie. En fin de compte, la plupart des joueurs de la France, on en gagnait déjà des titres. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de la sélection marocaine, puisque celui qui pourrait gagner... c'est dérimé dans les tribunaux. Hein. Il y a 4 ans, le Maroc est allé en demi-finale en jouant la contre-attaque. Ils sont capables. Ils sont capables de laisser la balle à n'importe quelle sélection. Il y a 4 ans, le Portugal, ils étaient morts dans le film. Ils ont raté 15 000 occasions. L'Espagne et d'autres pays qui ont l'habitude d'avoir la balle parce qu'ils sont capables de s'adapter. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que l'équipe des Maroc, face à la France, fasse pareil. Tu veux la balle, tu la gardes. Nous avons des joueurs qui vont très vite. On a des latéraux qui savent courir, qui savent monter, qui savent marquer. Et donc, écoutez, sincèrement, je pense que le Maroc a vraiment sa chance. Et c'est la première fois pour la France qu'il va rencontrer quelqu'un du top 10. Et ça compte. Parce que jusqu'à là, on a eu 6 matchs. Et c'est le premier, 5 matchs. C'est la première fois qu'ils vont rencontrer une vraie équipe qui peut prétendre justement à être champion du monde. Time Sport, le mode pressing.
Et oui, Juan, on t'écoute. Grand match à venir. Oui, les grandes nations du football. Grand match, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la dernière confrontation entre les deux équipes, c'était la finale de la Nations League, et ça avait été, l'Espagne avait été battue par le Portugal au tir au but. C'est un match très particulier parce que j'ai critiqué tout à l'heure l'équipe de France dans le sens où effectivement ils n'ont pas affronté une équipe du top 10, mais l'Espagne non plus n'a pas du tout affronté tout au long des 4 premiers matchs une équipe du top 10. Ça va être la première fois qu'elle va le faire. Elle va le faire face au Portugal. Alors l'Espagne, c'est vrai qu'elle est montée en puissance depuis ce premier match où elle a fait match nul 0-0 face au Cap Vert. On a vu ce match face à l'Autriche où elle s'est imposée relativement facilement quand on regarde le score, mais qui a été beaucoup plus compliqué dans la façon de faire, quoique ces jeux espagnols des passes qui est aussi fait des patience. Il y a beaucoup de patience du côté de l'équipe espagnole. D'ailleurs, Luis de la Fuente donc a misé sur la même équipe face au Portugal. Donc c'est le même 11 qui a joué face à l'Autriche qui va jouer face au Portugal, notamment avec Oyarzabal qui est le meilleur buteur espagnol puisqu'il a déjà réussi 4 buts dans ce mondial, avec Lamine Yamal à droite dans l'attaque, et puis Alex Baena qui va jouer à gauche. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que autant l'Espagne refait le même 11 que face à l'Autriche, autant le Portugal a quand même fait de petits changements, et notamment l'arrivée dans le 11 de départ de Joao Félix, le joueur qui avait tant promis à un moment donné et qui par la suite s'est perdu un tout petit peu. Alors le Portugal n'est pas au meilleur de sa forme, ça c'est une réalité aussi. Oui. Donc on voit qu'ils ont des individualités, des joueurs d'expérience, mais en même temps, on n'arrive pas à trouver un fond de jeu clair. On n'arrive pas à trouver tactiquement, je rappelle quand même que c'est Roberto Martínez, l'entraîneur espagnol qui est sélectionneur de l'équipe des Portugal, on n'arrive pas à trouver un fond de jeu solide. On voit qu'on mise sur Ronaldo à ses 41 ans, c'est compliqué de miser sur un joueur qui est un génie, mais qui physiquement va être assez limité face à une équipe comme l'Espagne, habituée à avoir la balle, habituée à jouer les passes, à jouer des centaines de passes, puisqu'à la fin du match, on arrive entre 600 et 700 passes, donc c'est vraiment énorme. Donc aujourd'hui, l'Espagne est peut-être favorite face au Portugal, mais c'est aussi donc un test pour l'Espagne qui n'a jamais affronté dans ce mondial un top 10. On va voir ce que vaut l'Espagne, donc de la patience, de la technique, mais il va falloir aussi mettre des buts, sachant que parfois l'Espagne se perd dans ses passes et n'arrive pas à cadrer correctement. Dis-toi, c'est intéressant, Rentre-Océan, on va l'écouter. Juste deux petits commentaires sur ton intervention. La première chose, c'est que tu parles de l'axe de la défense espagnole, oubliant que l'équipe d'Espagne est la seule équipe qui est imbattue, qui n'a pas pris de but dans ce mondial. La seule. Ouais, mais ils ont joué qui? Non, mais la seule. Ouais. La France a joué qui? T'as joué l'Arabie Saoudite, le Cap Vert, et t'as joué un Uruguay qui a la pire génération de l'histoire du football. À ce niveau-là, la seule équipe qui n'a pas pris encore de but, c'est l'Espagne. Unai Simon, qui vient de battre le record d'imbattabilité dans sa mondiale, puisque ça fait plus de 500 minutes qu'il n'a pas encaissé un seul but. Emery Laporte, qui dans les centres de la défense espagnole, dans ce mondial, pour l'instant défend très bien, et quelqu'un de rassurant pour les milieux des terrains espagnols. Donc à ces niveaux-là, je pense que la défense espagnole, peut-être qu'il va falloir la mettre beaucoup plus en difficulté et que les Portugais vont réussir à le faire. Mais jusqu'à là, on ne peut pas du tout critiquer la défense espagnole parce qu'elle est vraiment efficace. Et puis, il y a Lamine Yamal. Effectivement, Baena n'est peut-être pas les joueurs les plus influents du championnat espagnol, mais la réalité, c'est que il s'entend très bien sur son côté avec Cucurella, et on a vu notamment face à l'Autriche que le duo Cucurella-Baena marche bien. Il se trouve dans les
dans les remontées des Cucurella, il y a des 3 buts face à l'Autriche, 2 ont été des passes des Cucurella. Ils s'entendent très bien avec Baena, et donc je pense que ça aussi, ça compte dans une équipe. Bien sûr, après, il y a Lamine Yamal et l'efficacité, comme je le disais tout à l'heure, de Oyarzabal, qui a quand même mis 4 buts, à un avant-centre qui n'est pas spécialement grand, qui s'est fait oublier assez facilement, mais qui, dans ce mondial, est vraiment d'une efficacité incroyable. Et donc, cette équipe d'Espagne a quand même des atouts face au Portugal. Ça reste de toute façon un match très compliqué, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ils se connaissent très bien. Ouais. Beaucoup des joueurs ont joué en Espagne ou avec des équipes espagnoles ou avec certains des adversaires qui vont être en face. Et donc, ça va rester assez compliqué. Mais encore une fois, petit avantage pour l'Espagne, parce que elle a aujourd'hui une meilleure défense, parce que l'attaque avec Lamine Yamal arrive à déstabiliser toutes les défenses pendant ces 5 premiers matchs. Lamine Yamal a réussi à les déstabiliser. Et tu as parlé de Nico Williams, je termine avec ça. Nico Williams, c'est vrai qu'il revient de blessure. Il a joué quelques minutes à la fin du premier match face au Cap-Vert, mais c'est vrai qu'il est encore assez compliqué de le faire jouer parce qu'il pourrait tomber. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon là, donc ce soir, c'est un match, certainement l'un des matchs les plus intéressants qu'on aura l'opportunité de voir par la qualité intrinsèque des deux équipes. Maintenant, il va falloir effectivement attendre qu'ils offrent leur qualité, qu'ils la mettent sur le terrain et qu'on voit un gros match qu'on avait vu en finale de la Nations League où effectivement le Portugal l'avait emporté. Et après, il y a d'autres joueurs, je termine avec ça. Vous savez que Luis de la Fuente, qui jusqu'à là a entraîné les équipes des jeunes, beaucoup se sont posé des questions. Moi, le premier, quand il a été promu à la première équipe, mais en fait, il a entraîné la plupart de ces joueurs. Il les connaît par cœur. Dans les mois 17 ans, mois 18 ans, mois 21 ans. Donc, il a gagné des titres européens avec ces jeunes-là qui arrivent à maturité avec Luis de la Fuente. Donc, s'il faut mettre une petite pièce, permettez-moi, et en chauvin un tout petit peu, de la mettre sur l'Espagne.